Luna, est-ce que je suis bien? C'est parfait. Quand j'étais petit à Montferrat, Alain et Luna, c'est le temps. Parfait, merci. Michel, tu m'entends? C'est parti, mon kiki? Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 10 ans, je suis à l'école de Montferrat. Je m'appelle Alain, je suis né en 1955, j'ai 70 ans. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 8 ans. Je suis née le 26 novembre 1934 aux Abrets. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis en CE2. Moi, j'ai 98 ans. Et toi? 8 ans. Voilà, tu es un petit peu plus jeune que moi. Même un petit peu beaucoup plus. Un peu beaucoup, hein? Et je suis née en Suisse, à Montana. Et je suis amoureuse de la Suisse. Et de la montagne surtout. Bonjour, je m'appelle Lexi, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Bonjour, je m'appelle Elena, j'ai 8 ans et j'habite à Montferrat. Alors moi, Elena, je m'appelle Suzanne. Moi, je m'appelle Guy, j'ai 75 ans et je suis de Montferrand. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Eh bien, je me prénomme Jean. Et mon nom de famille, c'est Mollier-Sabet. C'est un nom composé. Je suis né à Montferrat, dans le village, dans le lit de mes parents. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Inès. Je m'appelle Antonin. Et vous? Où es-tu né? Je suis né à San Marcello. San Marcello, c'est le nom du village. Ça veut dire Saint-Marcel en français. Mais comme c'est en Italie, on dit Marcello. Alors là, Wagner, c'était le nom d'un musicien ancien qui était très bon. Et il a choisi de s'appeler comme moi. Je suis pour rien, moi. Là. Bonjour, je m'appelle Lilio. Je m'appelle Lisa. Je m'appelle Monique. Quel âge as-tu? J'ai 80 ans. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 8 ans et je suis à l'école de Montferrat. Je m'appelle Claude et je m'occupe du musée Pégou à Montferrat. Comment était ta famille? Ma famille était composée de mon père, ma mère, et mon frère et mes 2 sœurs. Et on vivait tous dans la maison familiale avec les grands-parents. Jusqu'en 71, où ma grand-mère est décédée et on a pris sa chambre avec mon frère. Donc ça veut dire qu'avant, on dormait à 5 dans une chambre, à 4 dans une chambre. Beaucoup? Et t'as ta chambre toute seule? Oui. T'as de la chance? Oui. Comment vous viviez ensemble? On vivait difficilement pour les parents, facilement pour les enfants, parce qu'on avait les grands-parents qui nous choyaient, les parents qui faisaient le maximum. C'était quoi le métier de tes parents? Mon père étant menuisier à Montferrat, rentrait tous les jours à midi. Et ma mère s'occupant de ses enfants jusqu'en 77, jusqu'à la création de la résidence. Elle a été la première employée de la résidence. Quelle résidence? Résidence Plein Soleil, où nous sommes aujourd'hui. Je t'ai dit que mon père était menuisier, mais mon père avait aussi en même temps une ferme, comme mon grand-père avait avant, bien sûr. Et dans cette ferme, il y avait 2 vaches, 3 chèvres, des poules, des lapins. Mais on allait jouer si on avait rempli notre mission de la semaine.
la mission de la semaine, c'était aller au pissenlit. Pourquoi les pissenlits? Ramasser des pissenlits pour pouvoir donner à manger aux lapins. Et ça, on avait horreur de ça, d'aller au pissenlit. Et même maintenant, j'ai la hantise des pissenlits, que je ramasse les pissenlits que j'ai dans mon jardin, et que mes petites filles, elles disent, c'est pas de la mauvaise herbe, tu peux les laisser, tes pissenlits. Tu peux les laisser. Combien avez-vous de frères et sœurs? Eh bien, j'ai 2 frères et une sœur. Donc nous sommes tous les 4 nés un dimanche. C'est curieux, hein? Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, maman disait qu'elle avait trop de travail la semaine et elle attendait le dimanche pour faire ses enfants. Hein? C'est étonnant, ça. Combien avais-tu de frères et sœurs? Alors nous étions 3 filles et 3 garçons, bien partagés, hein. Les parents avaient bien travaillé. Et nous étions une famille très unie. Mon papa était agriculteur négociant. Il avait une grande famille à élever, alors on se nourrissait beaucoup des produits de la ferme et tout. Puis quand on a grandi, mon papa aimait beaucoup chanter et danser. Et nous ne savions pas danser, les 3 sœurs. Et c'est le dimanche après-midi que le papa nous apprenait à faire la valse, à danser. On mettait un appareil qui s'appelait l'électrophone autrefois, et avec des disques vinyles, on dansait. On passait nos après-midi comme ça, avec mes sœurs. Voilà. Quel métier faisaient vos parents? Eh bien, ils faisaient des métiers, plusieurs métiers. Papa était transporteur. Il avait un camion. Mon grand-père, au départ, était cultivateur. Alors, mon papa était, je dis, agriculteur négociant. Ça veut dire qu'il s'occupait d'une ferme avec un frère. Mais il faisait du transport avec les chevaux. Et il me racontait qu'il avait des attelages de 6 à 8 chevaux avec des chars énormes pour transporter du blé de la région jusqu'à Grenoble. C'était le transport avec les chevaux. Nous avions également, mes parents faisaient du commerce de charbon. Mais en plus, il avait mis le commerce. On livrait le charbon. C'était des sacs de charbon qu'ils livraient aux clients parce qu'ils avaient la cuisinière à bois et charbon. Les gens se chauffaient avec du charbon. C'était quoi vos métiers de vos parents avant? Mon père, il était tourneur, travaillait avec un tour en métal. Et ma mère, elle était à la maison. Et ma grand-mère, elle, était la maîtresse de la famille, en quelque sorte. Hein. Et elle s'occupait de beaucoup de choses, du repas. Mais elle avait une passion, c'était jouer aux cartes. Et alors ça tombait bien parce que nous tenions également un café. Et donc un café, les gens venaient pour boire un coup de temps en temps, mais souvent aussi pour jouer aux cartes. Et donc ma grand-mère jouait aux cartes avec eux. Comment était ta famille? Alors, mon père était boulanger et ma mère, elle faisait les tournées. Et puis, on faisait aussi café. On tenait aussi café. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient à l'église le dimanche à la messe. Alors, on était un petit peu au courant de tout ce qui se passait dans le village. Quand des clients arrivaient au café, c'était souvent les enfants, mon frère ou moi, plus tard ma sœur, qui allait demander bonjour, vous voulez consommer quoi? Et donc ils nous demandaient et on faisait le service. Et puis, bien sûr, les gens venaient au bistrot pour parler. Donc j'écoutais ce qui se disait. C'était l'occasion d'entendre
ce que les gens se racontent, un peu ce qu'on appelle les potins du village. Ils racontent ce qui se passe chez eux, mais surtout ce qui se passe chez les autres. Hein. Donc moi j'écoutais. Comment était ton papa? Ah, mon père, c'est un personnage. Il était connu dans tout le village. Alors, parce que mon père, à l'origine, il était allé au lycée, au collège, et il avait passé son brevet supérieur à l'époque. Et il avait été admis à l'école normale d'instituteur, il devait être instituteur. Et puis la guerre s'est déclarée, mon grand-père est parti à la guerre. Alors mon père, du coup, il est pas allé à l'école normale. Il est resté à la ferme pour aider ma grand-mère, jusqu'à ce qu'ils connaissent ma mère. Ils se sont mariés, puis ils ont loué une ferme un peu plus bas, là, en bas, voilà, derrière la caserne des pompiers. Alors pendant ce laps de temps, qu'il n'avait pas beaucoup de bêtes et tout, il donnait des cours. Il corrigeait des cours par correspondance, des cours agricoles par correspondance. Et puis il donnait un peu des cours à la maison familiale, la MFR. La maison familiale, c'est où les jeunes, les futurs agriculteurs apprennent un peu le métier, quoi, apprennent un peu à dégourdir, quoi. Parce qu'à l'époque, 1950, jusqu'à après la guerre, il est arrivé dans les fermes, il n'y avait aucun papier, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien. Pour les femmes, il n'y avait même pas de retraite. Et puis il y a beaucoup de gens dans les campagnes qui ne savaient pas bien lire et écrire ou qui ne savaient pas se débrouiller avec leurs papiers. Alors ils venaient voir mon père avec leurs papiers à la main et ils leur remplissaient leurs papiers. Voilà. C'est comme avant la tradition, les Allemands, par exemple. Les Allemands, ça a été nos ennemis pendant des années. Mais mon père et mon grand-père, ils avaient l'esprit assez large parce que pendant la guerre, on leur avait confié un prisonnier allemand qui était à peu près de l'âge de mon papa, qui était quelques années de plus, il avait 5 ans de plus, je crois. Il s'appelait Jacob. Eh bien, ils sont devenus les meilleurs copains du monde. Maintenant, ils sont décédés tous les deux. Mais ils se visitaient. Et lui, il venait, il avait aussi une femme et des gosses, il était très très sympa. Alors ce château, qui n'est pas très loin de nous, c'est le château où ma maman est née. Ma maman s'appelait Jaillet Dauphiné. Et pourquoi elle est née dans ce château? On n'était pas nobles, nous. Mais c'est un caprice du grand-père. Quand il avait 14 ans, il a dit « La maison que je veux, c'est celle-ci » à sa maman. Et sa maman lui a acheté ça. Mais pour vous expliquer ce que c'est que le manoir de Marinière, c'était la réserve de chasse pour tous les seigneuries de la région qui allaient à la chasse. Ils accrochaient le gibier. Et ma grand-mère lui a acheté ce château, mais à l'époque, on ne parlait pas des francs ni des euros, c'était les pièces d'or. Alors cette dame, elle s'est certainement ruinée pour son fils. Des caprices d'enfant à 14 ans. Voilà. Faisais-tu des bêtises? Oh ben comme tout le monde, hein. Comme tout le monde.
Gaëtan, il faut bien regarder toujours Manon quand vous parlez. C'est à Manon que vous parlez, c'est pas à Sophie. Sophie, c'est juste une anti-sèche. Oui. Mais elle n'existe pas, c'est juste une fiche en papier supplémentaire. Toujours l'anti-sèche. Partout, il y a des antisèches. Voilà. Est-ce que je peux avoir la fiche Gaëtan et Manon, c'est un. Pourquoi tu étais punie? J'étais punie parce que j'habitais, on partait directement dans des glaciers et des rochers. C'était beau comme tout. J'étais punie parce que c'est un peu dangereux de se promener toute seule la nuit quand il y a des orages et tout ça. Et que ça m'était égal. Pourquoi? À cause des rochers, des glaciers et la belle nature. Je partais même la nuit. Et même quand il y avait de l'orage, j'aimais ça. Mes parents n'aimaient pas trop, mais enfin, ça faisait rien. Je me disais, on est puni pour une bêtise, mais ça dure pas longtemps. Ça dure une heure, puis après c'est fini. Et je faisais ce que j'ai envie. Est-ce que tu faisais des bêtises quand tu étais petite? À l'école, bêtises, oui. À l'école, elle a fait. Ah bon? Oui. Avec un camarade, tout ça, des jougardes, un puis rire, beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup de bêtises. Oui. Tu sais ce qu'elle faisait, ma maman? Non. Avec mon frère, quand on se chamaillait, elle allait sous ce qu'on appelle un fagotier, c'est un endroit où on met du bois. Elle prenait un fagot, puis pouf, elle nous frictionnait les cuisses avec les orties. Ah. J'ai pas compris. Quand je faisais des caprices, ouais, comme Luna, ma maman, elle nous grondait, elle était là, nous élevée. Et chez nous, il y avait un endroit où on entreposait le bois. Alors elle allait chercher dans le fagot, trouver une trique, et puis elle nous frictionnait les cuisses, mon François et moi, parce qu'on aimait bien se chamailler. Attends, j'arrive. J'étais petit, à Montferrand, Elena et celle 2. Ça veut dire quoi être militant? Être militant, ça veut dire à croire à quelque chose, pour une cause. Par exemple, nous, ma famille, on a toujours milité pour la cause agricole, comme le papa de Suzanne. Eh ben, il avait construit les mutuelles agricoles avec son voisin Alexandre Meunier-Carus. Et Victor Millon, le papa de Suzanne, et Alexandre, ces deux personnages qui étaient bien connus à Montferrand, ils avaient pris mon père, qui était bien jeune, qui avait même pas 20 ans, comme secrétaire. Parce qu'à l'époque, il était allé à l'école et il savait bien lire et écrire. Et il leur fallait quelqu'un qui sache bien lire et écrire, quoi, couramment. À l'époque, il y avait des frigos. À l'époque, il y avait des frigos, mais tout le monde n'en avait pas dans sa maison. C'est mon grand-père qui a acheté le premier frigo dans les années 60. Ma grand-mère a acheté sa première télévision dans les années 70. On n'avait pas de salle de bain. On a eu la première salle de bain au tout début des années 70. On savait dans un baquet d'eau, une bassine. Les toilettes étaient à l'extérieur. Les toilettes sèches, on peut dire, étaient à l'extérieur. Voilà, on n'avait pas tout le confort qu'on avait aujourd'hui. Hein. Et c'était pas trop dur de vivre comme ça? Quand on ne sait pas comment on peut vivre, on n'y pense pas. Par contre, on n'avait pas de douche, mais il y a une chose qu'on avait, c'est qu'on avait du chauffage. Et là, je remercie mon grand-père d'avoir mis
Ça s'appelle une chaudière chauffe-eau-bouilleur qui cuit les aliments, qui réserve, il y a une réserve d'eau qui fait l'eau chaude et qui fait l'eau chaude aussi pour le chauffage central et chauffer au charbon et au bois. C'est bien. C'était peut-être le père de Jean qui venait nous livrer. Et il nous achetait nos chaussures, notamment des galoches, avec la semelle en bois, chez Frappa, l'épicerie à Milieu. Mais les galoches... On mettait comme chaussures, on mettait des galoches. Alors la semelle était en bois, le haut était en cuir. Et on avait les fameuses galoches qu'a parlé Madame Pégou ce matin, parce qu'on allait à l'école avec les galoches. Et c'était à grands coups de galoches dans les genoux. Alors des fois, je rentrais, j'avais les genoux tout emportés, parce qu'il m'avait donné un coup de galoche. Est-ce que ça faisait mal? Ah ben oui, ça fait un peu mal quand même. Parce que les galoches, c'était comme des bottines, des semelles de bois. La tige était en cuir, et on nous mettait, pour pas du caoutchouc, et un bout de fer devant. Un bout de fer devant. Alors, c'était notre défense. Quand il m'embêtait, je lui donnais des coups de galoche. Quand j'étais petit, à Montferrat, Camille et Gabi. Pourquoi vous mangez beaucoup de pain? Parce que ce qu'on mettait avec le pain coûtait très cher et était rare. Que ce soit le fromage, la charcuterie, le chocolat, la confiture. On vivait beaucoup plus avec ce qu'on produisait. Le cochon, on le mettait au saloir, il allait au saloir, et on en avait pour un an. Il y a aussi les moyens de communication. Vous aviez des téléphones un peu comme ça avant? Alors, il y avait des téléphones qui étaient même plus anciens que ceux-là. Oui. Alors ça, c'est amusant que tu me poses la question, parce que tout le monde n'avait pas le téléphone. À la maison, nous avions le téléphone. Donc les gens qui voulaient nous téléphoner devaient aller souvent au bureau de poste et ils demandaient « Passez-moi le 14 à Montferrat ». Et à la poste, ils avaient des fiches et donc ils sortaient une fiche qu'ils mettaient dans un autre trou sur un panneau et ça nous mettait en liaison. Et puis quand on téléphonait, moi j'ai eu le premier téléphone chez mes parents dans les années 75, parce qu'on allait chez un voisin qui avait lui le téléphone, et il avait ceux qui voulaient nous appeler téléphonaient au voisin qui venait nous chercher pour venir prendre la personne au téléphone. Mais on vivait ça normalement. Quand j'étais jeune, on n'avait pas de téléphone. On était les premiers du village à en avoir parce que mon père était médecin, il avait besoin et les gens venaient chez nous pour téléphoner. Mais il fallait tourner une manivelle pour que le son vienne et puis parler dans un grand truc comme ça. Ça, c'était les premiers téléphones. Est-ce que vous avez des bons souvenirs d'enfance? Si. Mais c'est bizarre que les souvenirs les plus beaux, ils ne sont pas vis-à-vis d'autres gamins comme moi. C'était, par exemple, il y avait un chien, il y avait un chat, il y avait un coq comme tu as dit tout à l'heure. Moi, je jouais avec ça. J'avais les grands-pères qui m'avaient appris à parler aux petites bêtes. Toi, des animaux à la maison? J'ai 2 chats et un chien. Tu les aimes tous, hein? Beaucoup? Et aussi, ils t'aiment, je suis sûr. Voilà.
petit à Montferrat et Camille et Inusel. Qu'est-ce que tu aimais faire? On allait danser, oui, on apprenait à aller danser. On apprenait notamment le tango, la valse, le paso. Il y avait de temps en temps un bal dans une salle de l'hôtel. Il y avait des parties des gens qui aimaient danser, le tango, la valse. Et quand la salle des fêtes n'était pas tout de suite réalisée, on dansait dans le restaurant qui s'appelle La Dinette, où il y avait un hangar et les jeunes s'amusaient là. Ils allaient danser là. Pourquoi vous attendiez les balles avec impatience? Bah, écoute, le bal, c'était bien sûr le plaisir de danser, mais c'était surtout le danser. C'est dans les bals qu'on a rencontré souvent nos copines, nos épouses. Quand j'étais petite à Montferrat, Suzanne et Elena, scène 1. Waouh, mais t'es une pro du club, toi! Est-ce qu'il y avait la télé avant? Pas tout de suite, on a eu la télé très tard dans les années 70, au moins. C'était dur sans télévision? J'étais habituée, je ne connaissais pas la télévision. Et moi, je me régalais de regarder la télévision le soir avec ma grand-mère, parce que j'étais le seul qui voulait regarder la télévision, qui était trop télé. Et j'aimais les films d'épouvante que la grand-mère regardait avec moi. Quand j'étais vraiment petit, il n'y avait pas de télé. Alors des fois, la radio, elle marchait. Et puis après, il y avait la veillée. Alors, les voisins, on allait les uns chez les autres. Alors, ce qu'on faisait, les veillées, on les passait entre voisins, passait à veiller, on jouait aux cartes. C'est-à-dire, une fois, les voisins, ils venaient, et puis les hommes, ils jouaient aux cartes. Les mondés qu'on fait quand on casse les noix. On cassait les noix, puis après, on restait tous ensemble pour chanter, des choses comme ça. On passait la soirée comme ça, puisqu'il n'y avait pas de télé. Moi, la première télé qu'on a eue chez nous, je crois que j'avais 16 ou 17 ans. Mais les voisins avaient la télé. Alors, des fois, quand il y avait des émissions vachement, intéressantes, on allait voir la télé chez les voisins. Et puis après, chacun a eu sa télé, alors chacun est resté chez soi. Tu partais en vacances quand tu étais petit? Pas trop. Pas trop, parce qu'on était dans une famille pauvre. Moi, je sais que j'ai vu la mer, j'avais 8 ans, pour la première fois. Et je me trouvais devant cet énorme truc d'eau que j'avais presque peur. Vous voulez que j'aille là? Non. Est-ce que quand vous étiez petit, il y avait des consoles de jeux? Non, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de console de jeu. Et maintenant? Et maintenant, oui. Vous jouez à quoi? Je joue à Minecraft et je joue à d'autres jeux. Avec qui vous jouez à Minecraft? Avec mes arrière-petits-enfants. Minecraft. Là, c'est Minecraft, tu vois, voilà. Et ici, tout est carré, tout est cubique. Alors maintenant, j'avance avec le Z. Là, j'ai tout un champ où j'ai mis du blé. Et puis, on va là plus loin. C'est votre petit-fils? Non, je ne sais pas qui c'est. Et c'est peut-être un monstre. Sur Z. Vous passez combien de temps à jouer à Minecraft? Oh, des fois 1 heure, 2 heures. Ok, ça va. Oui. Vous passez pas toute la nuit quand même? Non, non. Je Je vous en prie. Vraiment, merci. À quelle école vous étiez? Je suis allée à l'école un peu à Montferrat et après au pensionnat Sainte-Marie à Voiron et après au collège à Voiron. Qu'est-ce que c'est la pension? Eh bien, on arrivait le lundi matin et on était à l'école jusqu'au samedi soir. Quelquefois plus, on rentrait 1 fois par mois seulement chez nos parents. Et sinon, la pension, eh bien, on dormait à l'école, on mangeait et on dormait à l'école. On y était en permanence. Pourquoi?
mes parents m'avaient mis en pension parce qu'ils ne pouvaient pas me faire le soir vérifier si je savais toutes mes leçons et si j'avais préparé mon orthographe. Est-ce que vous aimez bien l'école? J'aimais mieux faire ce que j'avais envie. Alors je me cachais dans un arbre quand mes parents me cherchaient pour pas qu'on me dise « Allez, va faire tes devoirs ». J'étudiais mes leçons dans un arbre, voilà. On avait une grande maison, un grand jardin, on pouvait s'amuser. Voilà. C'est C'était quoi vos punitions? Notre punition, c'était de ne pas rentrer le dimanche prévu, le week-end prévu chez nos parents. C'était de rester à l'école et de tout bien préparer nos devoirs. Comment était ta maîtresse? Oh, elle était moyennement gentille, mais bon, à l'époque, les enseignants, les maîtres et les instituteurs, ils usaient beaucoup des gifles et puis des mises au piquet, des bonnets d'âne, de trucs de punition de ce genre. Maintenant, ça n'existe plus. Ah non, c'était pas elle, le cardon, là, je sais pas quoi. Ah si. Ah, c'était un cardon, ouais. Cardon, droit de vie ou de mort, c'est écrit. Ouais, alors pourquoi il s'est écrit ça? Demandez pourquoi vous... Oui, parce que les instituteurs, à l'époque, les parents en avaient peur, nous aussi. Alors, par exemple, quand c'était le moment d'aller au collège, c'est eux qui décidaient si on allait au collège ou pas, ou si on restait à Montferrand. Alors, il y en a qui se sont trompés, parce que moi, je suis allé au lycée, au collège, à la Tour du Pin interne. J'avais 11 ans avec mon frère. Et il y en a qui sont restés à l'école à Montferrand, parce que, paraît-il, ils n'étaient pas assez bons pour aller au collège. Et après, ils sont allés en CAP, et puis ils ont pris des passerelles, puis ils sont devenus ingénieurs. Les instituteurs, à l'époque, c'était vraiment les rois de la gomme. Tandis que maintenant, les parents nous défendaient pas devant les instituteurs. Est-ce que vous travailliez bien à l'école avant? Assez. Surtout qu'il y avait une moine qui nous apprenait la religion, parce que là, en Italie, il faut connaître tous les chansons. Et nous, les chansons, on voulait aller jouer, on ne voulait pas apprendre ça. Donc, moi, j'étais souvent dans les petits coins, là, par exemple. Il me disait, mets-toi là et tu ne bouges pas. Et donc, il fallait aller là-bas. Donc, moi, je ne les aimais pas, quoi. Et donc, quand j'arrivais chez moi, maman et tout, elle n'était pas contente. Hein, parce qu'elle disait, il faut que tu nous montres que tu les aimes. Mais moi, je ne les aime pas. Tais-toi, il ne faut pas le dire. À Montferrand, Monique et Lisa, c'est 1. Bien. Comment était l'école quand tu étais petite? Voilà, on prie pour apprendre utile, apprendre son voir, parler. Je fais beaucoup de devoirs. Je fais utile, en partage. On prend beaucoup. Elle était dans une école où elle a beaucoup appris la langue des signes, tout ça parce qu'elle était sourde. Et puis, j'ai fait éditeur, j'ai reçu un peu couture, certificat d'études, tout est reçu. Moi, je pars, j'ai quitté à l'école, j'ai fait éditeur.
Elle a quitté l'école quand elle avait 18 ans. Elle a fait la sculpture, tout ça. Et après, elle est partie avec son papa. Mais autrement, on allait beaucoup à pied à l'école à Montferrat, parce que l'école de Montferrat n'était pas où elle est maintenant, elle est là-haut, vers le musée Pégou. Mon école était là-haut. Et il fallait qu'on parte du terrain de foot à pied, dans la neige, jusqu'aux genoux. Jusqu'aux genoux. Mais nous, on habitait, il y avait 1,5 km. On partait le matin à 8 heures. D'où on était, là-bas dans la vallée, on partait le matin à 8 heures et on entendait sonner 3 clochers. 8 heures sonnaient à Paladru, après à Saint-Pierre-de-Paladru et 8 heures à Montferrand. Quand 8 heures sonnaient à Montferrand, on était presque arrivé à l'école. Mais mon frère Paul, qui avait 6 ans de plus que moi, il était coquin. Lui, il ne prenait pas la route pour monter à l'école. Il traversait les champs. Il traversait les champs et il fallait traverser un ruisseau. Alors, il me disait, passe avec moi, il me tenait mon cartable. Mais en faisant ça, un beau jour, il a lâché mon cartable au milieu de l'eau et il est allé sous le pont du Frombe. Et quand je suis arrivée à l'école à Montferrat, je me suis fait disputer par l'instituteur, mes cahiers étaient mouillés. Voilà, tu vois, c'est des bêtises que... c'était pas triste. C'est une grosse bêtise. Voilà. Moi, j'allais dans le bois avec une raison. Que pour moi, c'était les Indiens et les cow-boys. Donc, il y avait des Indiens qui étaient comme moi, sauvages, à fond. Et les cow-boys qui étaient avec les pistolets et tout. Nous on avait des flèches. Mais on gagnait toujours. Voilà. Pourquoi vous aimez Montferrat? Parce que c'est ma ville, c'est mon village. Comme Jean, j'ai fait du foot à Montferrat. Voilà, on joue au foot, on avait une bonne équipe locale. On a été quelquefois champion du groupe auquel on appartenait. J'ai été au comité d'animation, j'ai été au don du sang, j'ai été... et puis ma dernière mission, c'était Mémoire de Montferrat. C'est toi qui as fait le livre? J'ai fait le livre, mais avec d'autres personnes qui sont présentes ici. Et heureusement qu'il y avait d'autres personnes, parce que la première réunion qu'on a fait avant de monter l'association, je leur ai dit, je ne suis pas historien, je ne suis pas écrivain, mais je sais ce que je veux faire. Donc ils ont tous dit, OK. Donc Michel, Jean, Albert, tout le monde a répondu présent. On va avec toi. Et puis après, il a fallu récupérer des photos, des cartes postales, des avis, des situations. Et tout le monde a joué le jeu. J'ai scanné plus de 4400 documents. C'est beaucoup. Ouais, et on a écrit le livre. Du moment qu'on est parti pour le livre, on a écrit le livre en 18 mois. Pourquoi c'est important d'avoir fait ce livre? Pourquoi c'est important? Parce que c'est bien qu'il reste que des traces écrites pour nos enfants, nos petits-enfants. Et puis surtout qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Est-ce que tu connais des dictons sur Montferrat? À Montferrand, passe-y, mais ne t'y arrête pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un village bien sympa, quoi. Passe-y, mais ne t'y arrête pas. Guy, quand vous dites, moi, à Montferrat, Pazzi n'y reste pas, c'est un truc de chauvin un peu, non? Ouais, parce qu'il y a une chanson qui dit les premières paroles, c'est Atla, Atla, les Monfrino sont là. C'est-à-dire que les Monfrino, c'est jamais pris pour des queues de cerises non plus. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Elle se rappelle, Suzanne. Hein. Bien sûr. Atla, Atla, les Monfrino sont là. J'ai entendu chanter par ton papa. Ouais, à Montferrand, on se prend pas pour des queues de cerises, les Monfrino. Ben oui, c'était ils s'aimaient pas entre les villages. Parce que Bilieu, quand les jeunes ils vont au bal, ils vont à une soirée, et ils regardent les filles. Et puis les filles, les gens de Bilieu, ça leur plaisait pas que les Monfrino tournent autour de leurs filles. Ça, tu verras quand tu seras plus grande. Qu'est-ce qui a changé depuis avant, depuis aujourd'hui?
Ce qui a changé dans le village, bon, bah, bien sûr, il y avait beaucoup d'animations, des choses comme ça. On faisait la fête, la foire. Il y avait une grande foire à l'époque. Il y avait beaucoup de commerçants, beaucoup d'endroits où on pouvait se réunir pour boire un café. Ça, les bars, ça a disparu. Rien que dans le cœur du village, il y avait 7 cafés, avec le nôtre, 7 cafés. Mais c'était, oui, l'endroit où on se retrouvait alors d'une façon très classique le dimanche matin pour aller à la messe. Alors les gens allaient à la messe et puis au retour s'arrêtaient au bistrot. Quelquefois d'ailleurs dans les familles, ils partaient de la maison pour aller à la messe. Les enfants et madame allaient à la messe et le monsieur s'arrêtait au bistrot. Il attendait que la famille revienne. Même le jour qu'on s'est mariés, la tradition était, comme mon père était commerçant, il fallait qu'il rende visite. On a fait le cortège dans le village de Montferrat à pied et on a fait tous les bars. C'était aussi un point de rencontre à la sortie des enterrements. Alors ça, pour les cafetiers, c'était important ça, parce qu'on savait que les gens venaient nombreux aux enterrements dans le village. Et avant de rentrer chez eux, ils s'arrêtaient systématiquement dans les bistrots. Et à Montferrat, après, quand on était plus grand avec mon mari, quand on était mariés, il y avait quand même quelque chose de bien au village, c'est qu'il y avait le cinéma dans la salle des fêtes qui est là. Il y avait quand même un film qui passait de temps en temps dans la salle paroissiale, notamment. Donc, mais qui c'est qui tenait ce cinéma? Je vais te dire, c'était un prêtre, le père Durand. Il assistait au cinéma. Et si des gens étaient désagréables, faisaient du bruit, avec sa grande soutane, il se levait et il les faisait sortir. Ils allaient au cinéma rarement, parce qu'il fallait soit se regrouper avec d'autres, pour avoir une voiture, pour aller et venir. Et à l'époque, on n'avait que des chevaux ou des vélos. Est-ce que la vie dans le village était différente avant? Ce qui a beaucoup changé, c'est sans doute la circulation automobile. À des troupeaux de vaches aussi qui circulaient sur la route, y compris la route nationale qui traverse tout le village. Il y avait la fontaine au centre du village, pas où elle est là aujourd'hui, elle était décalée presque en bordure de route, et elle servait d'abreuvoir, donc les troupeaux, les vaches s'arrêtaient dans la fontaine pour boire, pour s'abreuver. Elles déposaient aussi leurs excréments, il y avait beaucoup de bousses de vache au milieu de la route. Hein. Et la petite rue qui partait de la fontaine et qui allait en direction de l'école de Montferrat, aujourd'hui, on l'appelait la rue Bouzman. C'est une rue qui était couverte de bouse parce qu'il y avait 2-3 fermes, si bien que il y avait des bousses de vaches tout au long, donc il fallait faire attention en marchant parce qu'on pouvait mettre facilement le pied dedans. Hein. C'était pas drôle. Tu faisais quoi comme activité à l'époque? Il y avait un prêtre au village, qui avait le père Mermet à l'époque. Il réunissait la jeunesse, parce que la jeunesse s'ennuyait, il n'y avait pas des balles comme il y a maintenant, tout ça. Un petit groupe, et de là, on a formé des danses, on a joué des sketchs, des choses comme ça. Puis, disons que ça avait bien fonctionné, et on allait se produire dans les petits villages, dans les salles des fêtes. Voilà, alors pour t'expliquer, il n'y avait pas assez d'hommes qui étaient avec nous, on habillait les filles en garçons. Alors, moi, tu peux me retrouver ici, je m'appelle Suzanne Millon-Frémillon, et dans les danses, on faisait le menuet. C'est-à-dire que les garçons passaient d'un côté, les filles passaient de l'autre, et on faisait de jolis ballets comme ça. Est-ce que tu allais te baigner au lac? Non, je vais te dire, j'aurais pourtant bien voulu.
Parce que chez nous, il y avait 3 garçons, 3 filles. Il n'y avait que les garçons qui allaient se baigner au lac, qui avaient le droit. On n'avait pas le droit, le papa ne voulait pas qu'on aille au lac. On n'avait pas le droit de se mettre en short à l'époque. Voilà. C'était comment? C'était pas comme à Montferrat, l'Italie. Si, c'était un peu préparé. Un peu préparé. Il y avait une église, il y avait les bars, et c'était la même chose. Est-ce que ça te manque, l'Italie? Ben oui, même beaucoup. Mais je l'ai là, toujours. On n'oublie pas ça. Quand on est né dans un endroit, c'est des villages et la maman. On n'oublie pas ça. S'il vous plaît, mettez le portable en mode avion. Mettez-les en mode avion. Vous savez que Militaire, c'est lui qui distribue les affiches pour Pégou? Non. Si? Mais je le connais bien. Et toi, ben, quand tu auras l'âge, tu viendras au comité Pégou, toi aussi, alors. Hein? Ouais. La relève est assurée pour le comité Pégou. Allez, je t'écoute. Quand j'étais petit à Montferrat. Scène. Pourquoi vous avez fait un musée Pégou? Alors, comme Pégou est né à Montferrat, et qu'il y avait sa famille qui habitait encore à Montferrat, et qu'il était célèbre, eh bien, il y a eu l'idée de réunir, en souvenir de Pégou, des affaires qui étaient à lui, qui étaient dans sa famille, et des affaires qui venaient de l'aviation. Pégou, quand il est devenu célèbre? Alors, Pégou, il est devenu célèbre en 1913. Au début, il ne voulait pas faire d'aviation, il ne voulait pas monter dans un avion. Et puis, un ami qui était militaire avec lui l'a dit, mais si, tu vas faire un baptême de l'air. Et donc, bon, Pégou, il a accepté de monter dans l'avion et ça lui a plu formidablement. Et il a été le premier à faire dans le ciel un tour complet. Il a d'abord volé sur la tête en bas et après, il a fait un tour complet avec son avion. C'était un looping. Et après, il en a fait plusieurs. Et c'était les débuts des avions, donc il n'y en avait pas beaucoup. Et donc quand il y avait un avion qui venait et qui se posait ou qui faisait des acrobaties, tout le monde voulait le voir. Et avec son avion, il est parti partout en Europe pour faire des loopings. Il est allé partout en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Russie, en Hollande. Et chaque fois, il y avait des milliers de gens qui venaient le voir pour faire ses acrobaties dans le ciel. Et puis c'était aussi juste avant la guerre, et Pégou, non seulement il a fait des acrobaties où il y avait beaucoup de monde qui venait, mais après il est parti à la guerre et il a fait la guerre en avion. C'était le début où on utilisait les avions dans la guerre. Comment ça se fait d'être président du musée? Alors, moi je suis venu à Montferrat quand j'étais enfant pendant toutes les vacances. Donc, et le dimanche, avec mes parents, quand on passait sur la place, on voyait la statue de Pégou. Et puis, je me suis intéressé à cette histoire de l'aviation parce que j'ai un grand-père qui était lui aussi pilote, il y a 100 ans en arrière de ça, pendant la guerre aérienne. Et donc, ça m'a intéressé. Et quand je suis venu à la retraite, quand j'ai pris ma retraite, je suis venu habiter à Montferrat. Et là, je me suis intéressé au musée Pégou. Et puis voilà, je me suis présenté et ils ont été d'accord de m'élire président. Et maintenant, je suis président et je m'occupe du musée avec les autres.
Qu'est-ce que serait la solution pour qu'on s'entende mieux entre nous? Bah déjà, il faut éviter de mentir. Et après, il faut savoir manier le compromis. Parce que même si on a raison, c'est pas la peine de le crier sur la place du village. On a raison, on le garde pour soi, on n'envenime pas les débats. Ça veut dire quoi, avoir l'esprit large? Par exemple, l'esprit large, il y a un des fléaux, c'est pas être raciste, par exemple, pas être antisémite. Que tout le monde est pareil, qu'on soit musulman, juif. Mon père, il disait souvent, le racisme et l'antisémitisme, c'est au moins deux choses qui ne se démodent pas. Ou catholique, ou n'importe quoi, on est tous pareils. C'est ce que mes parents m'ont appris, c'est savoir-vivre. Hein. C'est ce que les anciens, comme le papa de Suzanne, nous a appris, c'est-à-dire de penser à... C'est le curé aussi nous a appris ça, de penser à son prochain. Il faut être bienveillant vis-à-vis des autres. Tu sais ce que ça veut dire d'être bienveillant? Non, pas tout. D'être bienveillant, c'est d'être gentil. Par exemple, moi je pourrais être ton grand-père, eh ben, je suis gentil avec toi. Il faut être bienveillant. Que souhaites-tu aux jeunes personnes aujourd'hui? Ce que je souhaite à tous les enfants, mais je le souhaite à toi aussi parce qu'on a passé un long moment ensemble, c'est d'abord que tu profites complètement du temps où tu es à l'école, le temps que tu auras à passer ensuite quand tu auras choisi ton métier pour faire des études aussi excellentes que je pense que tu en es capable, et donc avoir un métier qui te plaît. Est-ce que tu as envie de raconter une dernière chose? Oui, il faut savoir écouter déjà. Écouter, c'est difficile. Très difficile. C'est pas, je mets encore un mot, comprendre, c'est encore plus compliqué. Quel est votre secret de jeunesse? Eh bien, je suis toujours contente, toujours heureuse. Je coupe pas les cheveux en quatre, je prends les choses comme elles sont. Quand quelqu'un est méchant, ça rentre là, puis ça sort là. Ça m'est égal, je l'aime quand même. Et je passe dessus. Voilà. J'aime tout le monde. Vous êtes libre, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes libre, vous êtes Oui, libre dans l'air. Je suis libre, comme l'air. On te met dehors, tu vas t'envoler alors? Oui, je vais m'envoler. Ça, j'aimerais bien. Mais c'est pas encore le moment. Tu penses de la vie aujourd'hui? Je pense que la vie est belle. Et il faut la vivre. Il faut la vivre à plein. Même vous, que vous êtes petits, essayez de vous regarder autour là. Qu'est-ce qu'il y a? Des arbres, l'eau, des fleurs, des animaux, les vieux comme nous. Voilà. Bravo! S'il te plaît, tu peux jouer un morceau? C'est la chanson de Pinocchio, ça. Attends, je ne m'appelle plus. Bellissimo Pinocchio, ricordi quando ero bambino, sul bianco mio rettino
Où est les chats qui t'ont trompé? Les bons grillons qui t'ont parlé? Et la fata turchina dov'è? Voilà. Merci beaucoup, un aveu, hein, c'est gentil. Merci Gabi. Ah, il n'y a pas de quoi. Merci. C'est bien gentil. Merci Suzanne. Merci Luna. Merci. Merci à toi. Merci. Merci, j'ai côté d'Albi. Merci. Merci. Mais c'est moi qui te remercie. Merci Guy. Merci Guy. Eh ben, merci ma cocotte de m'avoir écouté, c'est gentil. Merci Gaëtan. Merci bien, Manon. Merci. Je t'en prie, ma petite chérie. Bravo, et c'est ton anniversaire, c'est toi qui voulais pas trop. Bravo Camille. Bravo Camille. Attendez. Merci. Merci. Je vais te faire un